Salut Marine, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Hello, merci beaucoup Alexandra de me recevoir et je vais très bien malgré la pluie. Ah, t'as de la pluie? Ici, nous à Grenoble, on a un grand soleil. On Ouais. profite, on profite. Et D'ailleurs, t'es pourtant, d'où, Marine? mais je suis au Portugal et je devrais te dire qu'il fait très beau tout le temps. Mais Mhm. alors là, vraiment, on est dans une phase de tempête et il fait super moche. Bon Voilà, courage. Les tempêtes en général ne font que passer. c'est ça. Après la pluie, le beau temps. Yes. Alors, Marine Bloodcats, si j'écorche pas ton nom de famille, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je résumerai en un peu la queen du human design, mais toi, justement, comment tu te définirais? Une alchimiste de la vie. J'ai plusieurs casquettes que j'ai alchimisées au cours de mon existence et c'est justement dans mon human design d'être quelqu'un qui a beaucoup besoin d'expérimenter et ensuite d'alchimiser ce qu'elle a vécu pour en tirer des conclusions et aider les autres à ne pas passer par là. Donc c'est vraiment comme ça que je me qualifierais. J'adore ce terme alchimiste. On va revenir juste après un peu sur Ouais. ton parcours. Mais avant, pour ceux qui n'auraient pas écouté tous mes épisodes de podcast un à un et qui seraient passés à côté de l'épisode sur le Human Design avec Vanessa Gelos, c'est quoi Génial. le Human Design, Marine? Le human design, c'est quoi? Alors, moi, j'ai une mission, c'est de le rendre le plus concret possible, parce que ça peut vite faire un peu perché, obscur, etc. Le human design, c'est un outil qui combine plusieurs approches, donc approche ancestrale, et également les avancées sur la physique quantique, les sciences modernes, la biologie, l'ADN humain. Donc en gros, dans le human design, tu vas retrouver de l'astrologie, le yiking chinois avec les hexagrammes, tu vas retrouver le même fonctionnement que le système des chakras hindous, tu vas retrouver des éléments de la Kabbale avec l'arbre de vie et également des éléments de physique quantique, etc. etc. Donc c'est une juxtaposition de plein de systèmes anciens et plus modernes qui ont été finement juxtaposés ensemble pour créer une sorte de scan de l'énergie d'une personne. Mais ce qui va être important de préciser, c'est que c'est un scan de l'énergie d'une personne au moment de sa naissance, c'est-à-dire au moment où la personne arrive dans ce monde et où elle n'a pas encore eu forcément le temps d'être conditionnée par tout ce qui l'entoure. Et cet élément est important parce que concrètement, le human design, il répond à des questions très pratiques sur ton mode de fonctionnement naturel. Comment tu es faite, toi, Alexandra, ou quelqu'un d'autre, pour opérer. Par exemple, pourquoi certaines choses vont me fatiguer énormément, pourquoi d'autres me donnent de l'énergie, pourquoi j'interagis comme ci ou comme ça dans mes relations, comment je vais m'affirmer dans certains contextes, comment je vais prendre les décisions les plus fluides, les plus alignées. Ce genre de réponses qu'on peut trouver grâce à cet outil. Et donc, pas besoin d'être spirituel ou de croire au destin ou être perché pour utiliser le human design. C'est un outil qui est pratique, qui est applicable immédiatement avec des résultats visibles parce qu'en fait, il t'apporte des déclics, des validations. Tu te reconnais et tu te reconnectes à un mode de fonctionnement qui te convient mieux que ce qu'on t'a conditionné à faire, tu vois. Ouais. Et du coup, concrètement, alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu as une grille de calcul, un petit peu comme une roue de naissance en astrologie, tu sais, la roue de Ouais. naissance. Le mandala qui va nous permettre de calculer tes placements et de montrer comment tu es infusé par l'énergie, eh bien, te donne en fait un scan de ton corps énergétique. Et une personne comme moi, qui est formée, qui est certifiée, va pouvoir l'interpréter et t'apporter des éléments qui vont hop, te faire avoir des déclics, notamment dans la sphère personnelle, relationnelle, mais aussi professionnelle. Voilà. Ok. Ultra, ultra intéressant. Génial. C'est un sujet du coup moi, que j'ai commencé à m'intéresser justement suite au podcast avec Vanessa Gelos. Et j'ai Oui. une question qui me vient là. Comment tu fais quand tu te reconnais pas dans ton human design? Question piège. Tu C'est vois, pas moi, une j'ai question piège. l'impression de ne pas me reconnaître. Ouais. Alors, je ne connais pas tous les trucs dans le détail. Je suis projecteur, déjà, je peux te dire ça. Ah, ok. Dans le projecteur, je me reconnais pas forcément. Alors, il y a peut-être d'autres indicateurs qui font que, Mhm. avec les chiffres, etc., je ne suis pas une spécialiste du human design, Bien euh, sûr. ça vient compenser. Mais comment tu fais quand quelqu'un s'y reconnaît pas? Est-ce que c'est qu'il a été trop conditionné et que du coup, Mhm. c'est tellement inconscient que c'est faut vraiment Mhm. aller le creuser et tout ça? Ou est-ce que c'est plus un indicateur, j'allais dire, un peu comme, désolé, c'est une insulte, je pense au human design, mais c'est le premier exemple qui vient, comme Non, non. l'horoscope,
Ou Ouais, tu prends les trucs qui te paraissent cohérents et bah, les trucs qui ne paraissent pas cohérents, c'est comme ça et on fait avec, quoi. ouais. Alors c'est une très bonne question qui est pas du tout piège. J'aime le scepticisme sain, tu vois? Moi, je suis très sceptique et quand j'ai rencontré, cet outil dans ma vie, j'étais hyper sceptique et je me reconnaissais pas du tout dans mon profil également. Pour répondre à ta question, il y a plein de niveaux de réponse. Le premier, c'est, tu mentionnais l'astrologie et l'horoscope, c'est pas une insulte, mais le human design peut aussi devenir très enfermant quand on l'utilise d'une manière où on en fait une vérité. C'est-à-dire, il y a 5 grands archétypes, t'es un des 5, t'es comme ça, tu rentres dans la case et c'est tout. Donc ça, pour moi, c'est vraiment hyper enfermant de le voir comme ça parce que 2 projecteurs vont avoir des granularités qui sont complètement différentes et qui vont amener une couleur spécifique, des forces, des potentiels à l'un et à l'autre. Donc il faut faire attention avec le human design aussi à ce qu'on voit sur les réseaux, tu vois, où forcément c'est très raccourci et Mm. où tu vas faire ton petit calcul, tu vas rentrer, avoir ta charte et on va te dire tes projecteurs. Alors le projecteur, ça peut pas travailler plus de 4 heures et puis c'est comme ci et puis c'est comme ça. Pas du tout. Donc attention à ça. Les niveaux de réponse que je te donnerai. Premièrement, on le sait tous, une heure de naissance qui doit être la plus précise pour calculer ta charte en human design peut avoir potentiellement plein d'événements autour de ta naissance qui font qu'elle n'est pas exactement précise. Et donc, à quelques minutes près, parfois 5-10 minutes, tu peux changer de type, tu peux changer de profil. Et ça, bah, du coup, c'est d'essayer de découvrir ton design toujours avec cet œil très ouvert de, et c'est ma maxime, prends ce qui résonne, laisse le reste, tu vois. Donc, Mm. l'heure de naissance, les infos de naissance peuvent jouer. Le deuxième élément, c'est aussi que, encore une fois, quand tu découvres l'archétype général du projecteur, tu peux lire des choses et te dire, c'est pas du tout moi. Normal, parce qu'il existe plusieurs types de projecteurs. Tu as des projecteurs qui sont beaucoup plus dans l'énergétique, d'autres qui sont beaucoup plus dans le mental, etc. Donc, déjà là, tu peux avoir un niveau de nuance qui va te dire, ah ouais, ok, ça me parle plus. Et enfin, tu as probablement, alors ça c'est un aspect plus compliqué du human design, mais tu as la dimension de, est-ce que tu connais un petit peu des données de physique quantique ou la quantum, etc. Voilà. Non, pas vraiment. Non, là, je nage. Alors, on va faire Non, très j'ai fait simple des parce études que d'ingénieur, tu vois, mais donc le oui, quantique, voilà, mais moi, ça se limite à E égale MC2 ou des trucs comme ça, tu vois. oui. Non, non, mais alors là, je vais faire très simple. C'est simplement de te dire que on le sait aujourd'hui grâce aux avancées de la science moderne et de la physique quantique, tout est énergie. Une table, un mur, nous. Et en fait, le human design nous remet dans cette dimension de on produit de l'énergie qu'on va envoyer et on en réceptionne, on en catalyse de l'extérieur. Et on a deux parts de nous dans nos designs qui se synergisent et qui créent ce qu'on appelle notre charte quantique, la quantum, qui, toi, selon le logiciel, est projecteur. Mais ces deux parts de soi, c'est exactement ce qui fait que nous sommes humains. Tu as un véhicule, un corps, le corps physique, mais tu as aussi une conscience, une âme, quel que soit le nom que tu veux lui donner. Ces deux éléments-là sont distinguables en human design. Donc tu peux aller à un niveau de lecture du design où tu as la personnalité, le design, qui sont deux parts de toi, et qui peuvent te donner une couleur d'énergie, un type différent. Du coup, il faut prendre tous ces aspects en compte quand une personne ne se reconnaît pas et de dire, quand on juxtapose les deux, ça te donne un projecteur, mais peut-être que ta personnalité, elle est plutôt en réflecteur ou en manifesteur, et ton corps, tu vas le sentir comme un générateur. Donc tu vois, il y a plein de niveaux de lecture. Ouais. Et enfin, il y a l'aspect conditionnement. Et celui-là, c'est celui que je présente en dernier, mais qui est le plus comme le nez au milieu de la figure. Très souvent, ça a été mon cas, on découvre son type et on te dit ouais, tu dois être, t'es générateur, tu dois vivre dans le flow, tu dois tout le temps être dans une forme de ah, tu rayonnes et tu réponds à la vie. Moi, j'étais à New York dans mon entreprise, j'avais pas le temps de rayonner, de répondre à la vie. J'avais plus l'impression d'être un manifesteur dans la vision, dans la compétence, etc. Bah, j'ai dû en fait déconstruire pourquoi je ne m'autorisais pas à fonctionner comme ça me convenait. Et j'ai mis en lumière plein de conditionnements, et c'est peut-être ton cas aussi, où en fait, bah, tu as des couches et des couches de le projecteur qui est plutôt un leader, un guide, mais qui a une grande sensibilité, donc qui est peut-être moins dans le faire. Bah, si toi, tu as été élevé comme par exemple mon frère, qui est le seul projecteur dans une famille de générateurs, bah, du coup, tu as pris un peu le pli des générateurs et tu te dis, bah, moi, je suis comme ça en fait. Donc c'est du conditionnement et des croyances et voilà. OK. Et justement, Mmh, comment tu es ouais. tombée dans le bain et tu faisais quoi avant de découvrir le human design? C'est quoi un peu ton parcours?
Alors, mon parcours, rien à voir. Si tu m'avais dit il y a, je sais pas, 4-5 ans que j'allais me retrouver face à toi, parler de human design et non pas de business, entreprise, je t'aurais pas cru. Moi, à la base, ça fait 15 ans que j'habitais aux États-Unis. Je suis partie quand j'étais très jeune, j'ai fini mes études là-bas et je suis jamais rentrée, de New York, où j'ai fait carrière dans le hospitality business, donc restauration, on dit comme ça, je crois, Ouais. ouais. Donc je travaillais en fait en direction des opérations pour un chef français et on ouvrait des unités sur la East Coast, sur la West Coast et j'ai travaillé dans ce bain-là pendant, 12 ans. Vraiment à monter en grade, à faire carrière, comme on dit, avec tous les conditionnements qui vont avec, à construire un joli château de cartes, bien ficelé, dans une vie qui me correspondait pas du tout, avec, la ville incroyable où tout le monde veut vivre, mais quand on y vit vraiment, bah, en fait, on vit pas parce qu'on travaille tout le temps. Le boulot incroyable avec le super salaire, mais qui ne me correspondait pas. Le mari, mais qui ne me correspondait pas. Enfin, tu vois, voilà. Vraiment Ouais. le schéma de je me crée une carrière parce que je pense que je dois. Et en fait, j'ai rencontré ce système un soir à une soirée boulot où un homme est venu, qui était là aussi. Il est venu, il me dit: «Ah, waouh, toi, je suis sûre que tu es générateur». Alors moi, je le regarde, je fais: «Bonsoir, enchantée». En plus, je suis quelqu'un de très, faut pas venir, tu vois, enfin, je suis avenante, mais quand je connais pas, bon. Et je lui dis, bah, oui, ok, super, qui êtes-vous? Et là, de me dire en quelques mots le profil du générateur, et comme toi, de le regarder et de me dire, ouais, ok, alors pas du tout, merci, bonsoir. Mais j'ai été piquée quand même. Il y a quelque chose qui s'est passé et Ouais. j'ai compris plus tard pourquoi. Et je suis allée creuser. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de. Je suis très sceptique aussi, donc j'ai besoin de comprendre. Donc j'ai lu un premier livre, un article, et puis un autre livre, et puis. Et ça, on parle de il y a 8 ans à peu près. Donc en fait, si tu veux, le human design aujourd'hui est en plein boom en Europe, mais moi Ouais. j'ai vécu le boom aux US il y a 10 ans. OK. Et du Parce que coup, le human j'arrive design, avec c'est vieux de combien de temps? Ça a été créé, tu sais, récemment? ouais, C'est un truc bien sûr. ancestral? C'est quoi? Alors 1987, là où le tampon de le non human design a été posé, donc 37 ans, à peine, donc c'est très récent. Ça a été fondé par, Robert Alan Krakauer, qui était canadien et qui, il a fait plein de choses dans sa vie et il a eu cette, tu vas entendre plein de choses, il a canalisé des choses d'une voix et cetera. Mon interprétation, c'est qu'il a vraiment, eu cette, intelligence de mettre plein de systèmes en commun et d'en faire une grille de calcul, une grille de lecture hyper puissante de l'énergétique d'une personne. Donc c'est assez récent et du coup, j'ai découvert toutes ces ressources-là en 2015-14. Il y avait rien, il y avait pas de réseaux sociaux, qui, t'en mettaient plein partout du contenu. Donc je me suis formée, mais pas avec mentalement l'idée de me former, c'était plus: «Je veux comprendre». Donc je prends un premier cours, un deuxième cours et puis je fais l'assertif et puis je fais la deuxième partie de l'assertif. Et ce qui est fou, c'est que je me suis formée pour moi. Très vite, j'ai vu des changements dans ma vie personnelle, par rapport à moi et ma relation de l'époque. Ça m'a permis de passer des caps énormes parce que j'avais cette validation et cette conscience. Et puis moi, à Ah, l'époque, j'étais je me permets de te couper, des exemples non, justement non. de cap que tu as franchis? Bah, par exemple, de me rendre compte à quel point, tous les, comment dire? Toutes les, la relation toxique que j'avais avec mon partenaire de l'époque venait d'un problème de communication et un mode de fonctionnement diamétralement opposé. C'est-à-dire que moi, ma façon de prendre des décisions, ma façon de vouloir interagir, ma façon de me sentir soutenue était à l'opposé de son besoin à lui. Donc on passait notre temps, si tu veux, à se taper un peu la tête contre le bocal et à pas se comprendre. Et du coup, ça m'a permis aussi, concrètement, de me remettre face à cette marine générateur qui doit être dans son flot, de faire un état des lieux de ma vie à New York à ce moment-là et de me dire, il y a un truc qui vibre très fort avec cette énergie du générateur, je vis à côté de mes pompes. Et ça m'a donné, si tu veux, une espèce de force parce que ça me donnait du concret, du voilà tes besoins, mais tu les remplis pas au quotidien. Voilà tes besoins et voilà pourquoi tu as les symptômes qui vont avec. Et de petit à petit, poser des jalons, ça a été très, très, très progressif, mais pour me dire, je m'octroie du temps. Je commence à vivre comme ça, selon ma stratégie. Je prends du temps pour prendre du recul. Et ça m'a en fait permis de changer de vie. Le human design, et je le dis, et j'ai fait plein de choses dans ma vie, notamment aux US. C'était un peu la méca, New York, du dev perso. Je me suis formée à plein de trucs. Mais le human design a été mon déclic pour me dire, j'ai le droit d'être comme ça. Je suis pas folle. Et en fait, eh ben, ça va peut-être prendre du temps.
mais je vais y aller, je vais sauter sans filet. Parce que je me revois sur Park Avenue à New York dans mon bureau, derrière mon mon office et de me dire, je regarde par la fenêtre, j'en peux plus en fait. J'ai mal au ventre en me levant le matin, je suis en burn-out, enfin voilà, l'histoire un peu trop classique à mon goût. Mais à la base, je me suis formée au human design parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé, j'avais beaucoup d'anxiété, j'avais beaucoup de et je trouvais des réponses qui résonnaient fort et je me suis dit: «Il faut que j'aille plus loin». Donc comme je te disais, c'était un peu malgré moi, je me suis formée, formée, formée et puis après je me retrouve certifiée, ce qui est pas le cas de beaucoup de monde encore aujourd'hui et je me Là, dis: «Ah attends, tu es certifiée, mais toujours en poste, CDI ou tu es certifiée et ça y est, tu t'es mis à ton compte, non, j'ai transitionné, ça y est». Il y a OK. à peu près, 3 ans de ça, Ah oui, je pardon, non, j'ai mais quand tu as eu ta certif, tu étais ah toujours non, j'étais toujours à mon poste. OK, OK. Si tu veux, j'étais avec ce joli diplôme d'analyste, bah, tu vois? Parce que j'avais étudié sans m'en rendre compte 3 ans, 4 ans, enfin, tu vois, ça va vite, en parallèle, j'ai passé mes soirées, j'ai passé mes week-ends et en fait, là, j'ai fait une petite pause du human design en me disant: «Bah, je fais quoi de ce bout de papier?» Ça me donne de la compréhension pour moi et ça m'a mis un temps pour me dire: «Mais bon sang, j'ai toutes les connaissances, pourquoi je l'applique pas dans mon équipe?» Enfin, tu vois, j'étais directrice d'une équipe de 15 personnes, j'avais 35 unités sous ma charge. Je me suis dit: «Mais essayons». Et je me rappelle de ce moment où quelques mois plus tard, j'ai proposé à mon boss de l'époque qui était un peu Mister Excel, tu sais, très, très analytique, très carré, un mentor pour moi que j'admire toujours beaucoup et qui m'a dit: «Mais moi, le human design, tu sais, j'ai fait du reiki», et du coup, j'ai redécouvert cette personne que je croyais très fermée et je me rappelle avoir fait un premier lunch and learn avec mon équipe, de l'époque et leur présenter l'outil et de voir plein de réactions. J'ai mis en place des choses dans mon équipe en prenant en compte le design de chacun. Ça a rapporté des résultats de fou, comme par exemple des gens qui n'étaient pas à leur place et qui ont changé un tout petit peu de poste ou de fonction et qui tout d'un coup se révélaient. Des personnes qui étaient déjà en poste et qui finalement avaient besoin d'autonomie, d'indépendance et quand on leur donnait avec des objectifs précis, ils faisaient péter les scores. Donc tu vois, il y avait vraiment mes commerciaux, mes managers de magasins, c'était incroyable. Tout ça pour dire que euh, là, j'ai eu une prise de conscience par rapport au business et à l'entreprise. J'avais pas du tout encore conscientisé que je voulais faire entrepreneur, que je voulais changer de vie, mais je me disais, les États-Unis notamment sont un peu en avance sur l'Europe, mais on commençait à voir le paradigme hiérarchique pyramidal s'écrouler un peu. Il y a plein de marques comme Gwyneth Paltrow avec Goop et tu vois toutes ces personnes qui étaient proposaient une autre façon de manager. Et je me suis dit, le human design devrait pouvoir s'appliquer en entreprise. Et là, j'ai eu un eureka en voyant qu'il y avait une école agréée qui avait été ouverte pour l'application business du système. Mmh. Donc, j'ai refait un cursus de 2 ans pour me former à la BG5, la BG5, c'est l'école, et qui du coup m'a aussi du coup donné ces connaissances incroyables du human design appliqué au business, qui n'est pas du tout la même terminologie que le traditionnel. Et là, j'ai commencé à l'appliquer dans ma vie salariale et comme ma vie personnelle bougeait, eh bien, au fil des mois, des années, avec le Covid qui m'a aussi donné un gros coup de pied aux fesses puisque tout ferme, tout s'arrête, j'ai passé le cap de rentrer un moment en France, de me rendre compte que j'avais vécu 12 ans en sous-marin de ma propre vie parce que je ne faisais que travailler et de remettre en fait tout en perspective. Et puis voilà, entre un Covid, un divorce, un changement d'entreprise plus loin, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat complètement à vue, tu vois, parce que j'avais pas du tout d'expérience. Et c'est mon design de générateur d'avoir une stratégie de répondre aux choses, de pas initier. Moi, je suis pas faite pour initier. Et du coup, c'est dans cet entre-deux que je me suis donné de l'espace et du temps et que les gens venaient à moi en me disant: «Marine, tu connais plein de choses en human design, tout le monde en parle en France, mais il y a rien, il n'existe pas de contenu en français. Parle-nous, dis-nous, enseigne-nous, transmets-nous». Et mon business est né comme ça, d'une demande à laquelle j'ai organiquement répondu. Mettre en place un Calendly avec, tu vois, des petits échanges one-to-one avec des clients, ouvrir un espace de formation, faire un guide écrit. Enfin, tout ça, c'est venu progressivement. Et aujourd'hui, j'ai cofondé mon Human Design avec mon partenaire, qui est projecteur aussi, et qui, lui, est vraiment en soutien sur toute la partie. C'est le CEO de la boîte, quoi. Heureusement que je l'ai. Et du coup, on est ensemble en train de co-créer ce projet qui prend de l'ampleur, un peu malgré nous, tu vois. C'est, ça évolue organiquement et avec beaucoup de passion. Donc, inattendu, mais me voilà 12 ans, 15 ans plus tard
Et donc, on a décidé de s'installer au Portugal par choix personnel. Voilà. OK. Et avant, tu étais rentrée en France? Ou tu étais aux États-Unis et tu es allée au Portugal? Je suis toujours entre les États-Unis et le Portugal. J'ai déménagé de New York pour aller à Los Angeles. J'ai emménagé à Los Angeles. Et au moment où j'emménage à Los Angeles, je commence un projet entrepreneurial en France. Va comprendre, mais c'est la vie. Du coup, j'ai toujours mon appartement à LA que j'adore retrouver de temps en temps et on vit un peu entre les deux. Mais on est basé maintenant vraiment par choix dans une maison au Portugal. Ah, trop bien. Ouais. Trop bien. Et aujourd'hui, tu accompagnes les entreprises à mettre le human design dans leur organisation? Ou non, tu es vraiment sur du B2C, B2B, Hmm. auto-entrepreneur, quoi? C'est une super question. Et je suis en train de me rendre compte que mon expertise et toutes mes connaissances des États-Unis, c'est dans la sphère business, managériale et notamment avec le human design, parce que j'ai vraiment eu l'occasion de l'utiliser en consulting et en tant que salarié. Mais que c'est comme si, voulant changer de vie, j'avais un peu fait abstraction de cette sphère de ma vie et qu'en réponse aux gens, je m'occupais plutôt de particuliers depuis que j'ai lancé mon business. Mmh. Et là, depuis très récemment, j'ai plein de demandes d'entreprises, de conférences, de formations. J'ai plein de sollicitations sur la partie business parce que j'ai commencé à communiquer sur ma vision du changement de paradigme en entreprise. Et du coup, là, actuellement, je suis plutôt sur du B2B et tu vois, non, du B2C, pardon, sur des particuliers. Mais en fait, je me rends compte que mon expertise, elle est dans le business. Et donc, petit à petit, je pense que je vais aller retisser des liens avec cette vie d'avant par ce biais-là. Voilà. J'avais Ouais, peut-être parce besoin de couper un peu. que enfin, ça, quand tu m'as dit ton parcours, je me suis dit: «Waouh!» mais c'est vrai qu'en France, je reprends ma vie de salarié, on gagnerait tellement à avoir un peu de plus de spiritualité, on va dire, dans nos pratiques Ouais. et peut-être plus de connaissance de soi. Et je vous demandais justement comment c'était accueilli en France aujourd'hui. Mm. Ça me paraît être un truc encore, compliqué, Mm. mais du coup, toi, tu dis que tu as quand même des entreprises qui viennent, te voir, ouvertes d'esprit et intéressées? C'est très récent. Et je pense que c'est très récent parce qu'aussi le human design a boomé là ces 2, 3 dernières années en France, en Europe, et que du coup, bah, forcément, beaucoup de personnes en parlent et ça commence à s'ouvrir. C'est pas encore complètement gagné. Moi, je viens de la méca de l'évolution du paradigme New York, LA, etc., où on a des concepts différents. Aujourd'hui, aux États-Unis, tu peux avoir des ressources humaines qui sont formées en human design et qui embauchent en te demandant ton human design. Ah On ouais? est loin, ouais, ouais, ouais. On est très très loin de ça en France, soyons clairs. Et tu parlais de spiritualité, effectivement, c'est un domaine plus spirituel, le human design, mais j'ai presque envie de dire, pour le ramener au concret, énergétique. Et tu vois, moi, dans mon entreprise aux États-Unis, j'ai beaucoup utilisé le système DISC ou les couleurs, StrengthsFinder et toutes ces typisations aussi de potentiel qui étaient super. Mais ces systèmes s'appuient sur la psychologie. Tu réponds à des questions et en fonction de ton état du moment, tu vas dire oui, A, B, C. Le human design, c'est toi, c'est ton essence, c'est ton énergie. Et donc, ça va être une portée encore plus impactante parce que le message du human design, c'est de dire on sort du collectif à un moment, on revient à l'individu qu'on met au cœur pour servir le tout. Et tous ces archétypes dont on parle, projecteur, générateur, etc., les 5 grands types énergétiques, ont chacun une fonction, je mets des guillemets parce que je pense qu'il ne faut pas s'enfermer non plus, mais on a tous un rôle à jouer avec notre couleur. Et on voit qu'on est dans une société qui est un peu dégénérative parce qu'on s'adapte tous, et on se conditionne tous. Mais si on revient à l'individu se sent compris, l'individu se sent vu, se sent respecté dans ses besoins. Et moi, c'est ça la portée que j'ai eue aux US, c'est quand j'ai pris mon équipe et que j'ai regardé leur énergie et que je leur ai fait une présentation en disant, OK, est-ce que ça te parle si je te dis que toi, tu as vraiment ce potentiel-là, c'est quelque chose qui te fait vibrer, voilà comment tu opères, on va communiquer avec toi différemment. Tu n'as plus besoin de venir à tous les meetings, tu n'as plus besoin d'être dans le canal Slack tous les jours parce que pour toi, c'est trop en fait. Par contre, on va mettre en place un check-up mensuel avec des objectifs, etc. La personne, je te jure, elle avait ce truc un peu émotionnel de dire mais merci de me comprendre. Enfin, tu vois, c'était un peu Mmh. j'ai le droit, vraiment, tu vas l'adapter comme ça. Donc, on change de paradigme, c'est pas évident. Et oui, j'ai des sollicitations. Je suis en
train de travailler sur un programme qui s'appellera Business by Design, justement. Faire du biz, que ce soit entrepreneur, solopreneur, salarié, chef d'entreprise, voir autrement l'énergétique, la dynamique de l'équipe. Et dans ce programme, ce sera vraiment présenté un peu comme une masterclass pour les personnes qui seront chefs d'entreprise, entrepreneurs, leaders, et qui voudront comprendre comment l'appliquer dans leur équipe. Et comme je commence à communiquer sur ce sujet, oui, j'ai eu des sollicitations. Par exemple, un grand groupe qui s'occupe de créer des événements en entreprise, tu sais, pour un peu créer une happiness frequency dans les entreprises, parce que c'est un nouveau truc. Maintenant, on a envie d'amener de la stimulation pour que les gens restent et soient contents. Et du coup, dans ce cadre-là, on va certainement travailler sur un projet avec le Human Design. C'est génial. Ah top, Voilà. bien, trop bien. Ouais. Et si on reprend un peu le moment où tu décides de quitter ton job pour te lancer dans l'entrepreneuriat, Ouais. tu y allais full confiance, un peu en mode: «C'est bon, c'est mon human design, je suis à ma place», ou comment elle s'est passée sa période de transition? Ou c'était quand même, Non, c'était toi, tu quand avais même quand même, on va dire, coché toutes les cases et souvent c'est dur de quitter ce qu'on appelle la fameuse prison dorée. complètement. Ce qui s'est passé, c'est que, pour être très honnête, j'ai pas vraiment choisi. J'aurais aimé avoir le courage de choisir, mais j'ai pas choisi de partir. Le Covid l'a fait pour moi. Le choix s'est fait plus tard, c'est-à-dire que moi, je suis restée parmi les tout derniers dans mon entreprise à être payée parce que, aux États-Unis, c'est pas comme en France, hein. Quand, le salaire s'arrête, il y a pas d'aide, il y a pas de et j'ai eu cette chance, mais j'étais déjà depuis plusieurs mois dans un ras-le-bol et avoir envie de partir et plus en pouvoir et me dire qu'il fallait que je passe ce cap, mais j'ai pas osé. Donc, quand le Covid est arrivé, tout d'un coup, Marine, avec ses 2 téléphones, son équipe et son emploi du temps 6 jours sur 7, il y a plus rien. Il y a plus d'appels, il y a plus de besoins, il y a plus de restaurants qui tournent. Et là, j'ai pu du coup, prendre du temps en France parce que j'ai eu le droit de partir grâce à ma green card et de retrouver ma famille, de retrouver la nature, de retrouver la montagne. Je me suis dit: «Mais, on va prendre de la hauteur». Et quand tout a réouvert quelques mois plus tard, qu'on m'a proposé un job en me disant: «Bah, tu étais là depuis 10 ans dans cette boîte, le rachat s'est fait de mon ancienne boîte, rejoins-nous». C'est là où ça a été dur et où j'ai dit: «Oui, bien sûr, je vais dire oui, c'est le job parfait». Enfin, je veux dire, je travaille depuis 10 ans pour ça et je me rappelle être avec mon père et lui dire: «Papa, je peux pas dire non quand même». Et dans mes tripes, vraiment, c'était non. Et ça m'a mis plusieurs jours, mais tu sais, de stress. C'est du conditionnement, de pas dormir, de me dire: «Mais t'es folle, mais tu peux pas dire non, tu vas retourner à New York, c'est ta vie, c'est tout». Et de sentir que ma vie, en fait, elle avait envie d'être là, d'être en France, en Europe, et de calmer le jeu, quoi. Et j'ai dit non. Et ça a fait un énorme shift, puisqu'en disant non, je suis retournée m'installer à LA. Mais de LA, j'ai rencontré des partenaires avec qui on a lancé un premier projet entrepreneurial. Donc, j'étais pas toute seule. Et dans ce projet à 3, qui, bon, pour moi, c'est pas très bien passé, mais c'était une super expérience. J'ai beaucoup appris. C'est dans ce projet-là que je suis devenue entrepreneur et Mmh. où j'ai appris beaucoup de choses. Mais plus je m'investissais dans ce projet-là, plus je me rendais compte que tout ce que j'avais envie de faire et tout ce qu'on me demandait, c'était du human design. Donc ça s'est fait ensuite organiquement. Mais non, c'était très progressif parce que le human design que j'aime moi, oui, j'avais ma feuille de route grâce à ça, mais il y avait tellement de conditionnements, notamment chez moi, autour de l'argent, de la notion de réussite, de la notion de statut. Et la culture américaine est très différente de la culture française. Moi, je suis plus américaine que française aujourd'hui. Et en fait, je j'arrivais pas à concilier tout ça. Il a fallu faire beaucoup de déconditionnement avant de me dire, OK, j'y vais, je suis sereine. Et même encore aujourd'hui, parfois, je me lève, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vois? Mais c'est OK. Voilà. Et tu aurais des Mmh. tips à partager justement pour ceux qui sont comme le toi d'avant et tous ces conditionnements autour de l'argent, le salaire fixe, Mmh. finalement, pas la réussite de qui tu comment dire les choses? La valeur de qui tu es dépend un peu de ton salaire, je trouve. En Complètement. France, il y a vachement ces trucs de, Mmh. bah, dis-moi combien tu gagnes et je te dirai si tu as réussi dans la vie, quoi. Heu, C'est vrai. qu'est-ce qui t'a aidé toi à faire ce détachement de: «OK, j'ai le poste de rêve sur le papier, j'ai le salaire de rêve sur le papier, Mmh. c'est il est pas là le bonheur, il est pas là ma réussite finalement. Ma réussite elle est pas là, elle est autre part». Mmh. Alors, pour moi, ça a été un peu à la dure parce que c'est mon corps qui a un peu lâché, histoire classique malheureusement.
Et j'aimerais qu'on arrive à un stade où les gens n'attendent pas de se prendre le mur pour réagir. Tu vois? Le conseil que je pourrais donner, c'est en fait, même si on est très conditionné comme je l'étais et qu'on se met toute seule un peu des plafonds de verre à atteindre, c'est quand on se lève le matin, la première chose qu'on ressent quand on ouvre les yeux et quand on va dans la salle de bain se préparer, si on est dans une lourdeur, dans une stagnation, dans une angoisse, si le dimanche soir on en pleure parce qu'on n'a pas envie de retourner au boulot, on n'a qu'une vie et il est temps d'agir. Et donc le conseil que je donnerais, c'est moi je suis pas du tout de l'école qui dit que le human design, comme c'est mon outil, va tout régler. Par exemple, je suis convaincue que si tu découvres demain ton human design, mais que tu es comme moi à l'époque, très conditionné et un peu coincé, parce que concrètement, même si je voulais changer, je fais comment financièrement, j'habite ici, enfin, j'ai des responsabilités. En fait, je ne conseillerais pas de commencer par le human design, parce que le human design te donne quoi? La perfection de ce qui te va le mieux, donc vraiment ton mode de fonctionnement idéal. Du coup, tu vas te dire, waouh, j'ai tout ce potentiel, c'est génial. Ouais, mais je fais comment pour l'appliquer? Et là, t'es coincé. Moi, j'étais vraiment coincée. Ce qui m'a aidé, c'est tout un protocole, un parcours de déconditionnement, alors que moi, j'ai fait en prenant des pièces du puzzle à droite à gauche, et qu'aujourd'hui, je propose beaucoup plus structuré parce que ça aide les gens. Et c'est d'aller travailler tout simplement toutes ces thématiques, de dire comment est-ce que j'ai été programmée par rapport à la notion d'argent, par rapport à la notion de relation, de couple, par rapport à la notion de travail. Comment est-ce que j'ai été élevée? Donc, aller revoir un peu tout ce qui s'est passé dans l'enfance, l'enfant intérieur, etc. Et en fait, ça, bah, c'est moins glamour que de découvrir son design ou autre chose. Tu dois te remonter les manches et tu dois dire, je prends un sujet après l'autre, j'introspecte, et ensuite, par quelle que soit la technique que tu choisisses, je reprogramme, je change d'histoire que je me raconte. Donc moi, en fait, du Covid, fermeture de mes restaurants jusqu'à aujourd'hui dans mon entreprise, il s'est passé plusieurs années où je n'ai fait que de travailler de manière très cyclique sur tous ces sujets ou de ne pas vouloir les voir et de me prendre un peu la vie dans la figure, tu vois. Mmh. Donc c'est vraiment, je crois qu'il n'y a pas de secret. Le seul conseil que je puisse donner aux personnes, c'est on me demande toujours, Marine, tu travailles avec l'énergie, comment tu diriges l'énergie? Comment tu décides, ok, je veux mettre mon énergie là? C'est en ayant une intention pure. Donc, pour moi, c'est première chose, c'est tu fais un état des lieux de ta vie. Est-ce que ça vibre ou pas? C'est aussi simple que ça. Deuxième chose, tu te dis, est-ce que mon intention, elle est claire par rapport à ma vie? Donc là, il y a plein d'exercices qui existent sur tes valeurs et sur te projeter avant, une année avant ta mort et te dire, j'en suis où, tu vois? Et quand tu sais ça, c'est plus possible de revenir en arrière. Moi, quand j'ai posé cette intention pour moi-même, ça m'a pris plusieurs années. Ça n'a pas été, allez, salut, je vous quitte. Non, pas du tout. Mais j'allais tous les matins mettre mon énergie sur cette intention. Ça va changer, ça va changer, ça va changer. Et tous mes choix se faisaient en fonction de valeurs que j'avais enfin définies et d'une intention pure et puissante. Et une fois que tu as l'intention, tu observes, dès que le matin, tu es là face à toi-même, tu te dis, OK, je repense à mon intention, je m'y connecte. Là, tu vas sentir plein de résistances. C'est ces résistances-là, avec quelconque technique que tu choisisses, que tu vas aller travailler, reprogrammer, déconditionner. Allez hop, on y va, on met les mains dans le cambouis. Et petit à petit, ben, tu enlèves des couches de l'oignon. Puis après, ça dépend beaucoup des rencontres, des opportunités, mais se faire confiance. Et tu vois, moi aujourd'hui, j'avais vraiment un salaire que je pensais pas atteindre à mon âge. Parce que la force des US, c'est aussi que à 25 ans, j'étais directrice des op. Enfin, tu vois, personne ne fait ça en France. Eh ben, je gagne mieux ma vie aujourd'hui en termes de qualité de vie, mais aussi en termes de revenus. Mais parce que je vibre ce que je fais et tout ce que je fais, je le fais pour moi. Et ça me convient. Ça convient pas à tout le monde. Le salariat, il y en a qui adorent et c'est OK. Mais du coup, c'est aussi une question de confiance et de déconditionner le il faut que ça se passe comme ça. Je vais suivre le chemin de mon père, je vais faire pareil. Tu vois, c'est. Ouais. Voilà. Je Et pense que ça te justement, tu parle. parlais tu parlais d'outils. C'est quoi Mmh. toi, je sais pas si tu as un outil préféré justement pour te déconditionner? Genre là, tu te rends compte que tu as une résistance, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de la dépolarisation? C'est des questions d'auto-coaching? Qu'est-ce que c'est de la Mmh. méditation? Quelles sont un peu tes pratiques? Alors, pour le coup, moi, très longtemps, toutes les pratiques qu'on conseillait du type, méditation, breathwork, ça n'a pas du tout marché parce que justement, j'étais tellement dans un état d'anxiété que ça envenimait les choses et j'ai mis du temps, hein, à me dire: «C'est ma faute, j'y arrive pas, je sais pas méditer, je sais pas respirer». Non, c'est juste que c'est pas le bon outil pour toi et ta question, elle me parle beaucoup parce que,
En fait, pendant longtemps, j'ai fait plein de petites choses. J'ai d'abord commencé par un parcours avec une psy. Enfin, tu vois, ça m'a énormément aidée, mais c'était très mental. Et comme je suis déjà très mentale, voilà. Ensuite, je suis partie plus vers énergétique, breathwork, méditation, rituel quotidien, mouvement. Bien sûr que ça aide, mais le problème, en fait, il était juste sous mon nez. Et j'ai mis des années à le voir, c'était mon système nerveux. Donc moi, par où je commence? Avec moi-même et donc maintenant avec toutes les personnes que j'accompagne, puisque je me suis formée au système nerveux depuis, c'est ton système nerveux est dérégulé, régule ton système nerveux avant de faire rentrer quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai fait un énorme travail sur anxiété avec notamment des techniques d'auto-hypnose, d'hypnose avec des thérapeutes. J'ai fait un énorme travail d'introspection écrite, tout simplement, de vraiment sortir les choses, écrire. Et en fait, c'est notamment parce que mon parcours à moi, que j'ai mis en place un protocole pour moi-même et qu'aujourd'hui je propose en fait aux personnes que j'accompagne et aux personnes que ça intéresse parce que justement j'avais rien. J'avais trop de choses dans tous les sens que je piochais dans plein de choses, la psychologie, l'hypnose, la respiration, j'avais trop de choses. Donc avec mon partenaire qui lui est musicien chercheur, il fait de la musique médecine, sonothérapie, on a mis en place, en fait, vu que j'étais formée au système nerveux, que j'étais formée aussi en émotionnel, gestion de l'émotionnel, lui est formé à l'hypnose. On a mis en place une technique qu'on a appelée les sensorialisations, qui permettent en fait de, dès que tu es trigger, tu vois, dès qu'il y a un déclencheur ou dès que tu sens qu'il y a une résistance, selon la thématique, tu as une sensorialisation correspondante et tu peux aller en toi-même, descendre dans le subconscient pour éviter que ton mental bloque, canaliser avec un travail d'EFT, tu sais, de tapping le corps pour qu'il se calme, qu'il s'apaise, et aller reprogrammer de l'intérieur cette croyance qui bloque. Donc en fait, pour te répondre très clairement, j'ai essayé plein de choses. Beaucoup de choses n'ont pas marché parce que mon système nerveux était dérégulé. Donc je me suis formée sur le système nerveux et je me suis guérie de ça. Problème de peau, inflammation chronique de l'estomac, anxiété, crise d'angoisse. Une fois que j'ai stabilisé ça, j'ai accompagné des gens en human design qui avaient le même problème, qui me disaient Marine, c'est super, j'ai tout ce potentiel, mais je suis bloquée. Donc j'ai créé le protocole qui leur permet justement de sortir de ça. Et on y va, on a tout un parcours avec enfant intérieur, argent, couple, amour, tu vois, tous les grands sujets. On introspecte et on reprogramme. Donc voilà, je me suis créé ma technique. Ultra ultra inspirant et aujourd'hui d'habitude, je commence par cette question, là, elle arrive plutôt vers la fin. Tu dirais que sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie fait pleinement sens? Hmm. J'entends que tu me demandes fait pleinement sens. C'est pas est-ce que tu kiffes ta vie ou c'est le sens Ouais, qu'il y le a derrière. sens, Hmm. exactement. Eh bien, je dirais qu'on est à 9, presque 10, parce que j'ai vraiment, quand je me lève le matin, une sorte de mission, et je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, de bosser pour une cause ou pour quelque chose en quoi tu crois. Ça, c'est très nouveau pour moi, mais je dis un 9 parce que je pense que j'ai encore beaucoup de croyances par rapport à ça et que je doute encore beaucoup de moi. Euh, mais il y a beaucoup de sens dans ma vie. Il y a du sens aussi grâce à l'amour. J'ai rencontré l'amour et je me suis ouverte à ça. Donc ouais, je dirais 9-10 quoi. Et quand tu t'es lancée, là, tu parles de ta mission qui Mmh. justement revient mettre du sens. Tu l'avais Mmh. cette mission ou elle est venue après coup? Alors, je l'avais plus ou moins, mais j'avais pas capté que ce serait au travers de l'outil du human design. Et Mmh. justement, cette mission, elle est venue grâce à un travail que j'ai fait avec aussi des environnements comme tu connais, hein, de mastermind, etc., où on te fait travailler sur un truc essentiel, c'est intention et valeur. En fait, Ouais. c'est quoi tes valeurs? Tu te lèves pourquoi le matin? Qu'est-ce qui est important pour ta vie? Et pour quelqu'un comme moi, en fait, je m'étais jamais posé la question. Parce que moi, je m'adaptais, parce que je suivais, parce que j'avais beaucoup de travail, j'avais pas le temps pour ça, tu sais. Et je jugeais un peu les gens qui, est-ce que vous avez que ça à faire de votre vie? Moi, il faut que je bosse, tu vois. Sauf que, en fait, c'est essentiel. Et une fois que j'ai posé mes 5 valeurs phares et que j'avais une intention, c'est comme si, clac, 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 tout s'est aligné dans ma vie en termes de rencontres, d'opportunités, sur le plan personnel, amour et sur le plan pro. Et ma mission s'est définie au fil justement de mon évolution dans notre entreprise parce que je pense que le human design aujourd'hui, c'est un outil qui est fortement utilisé aussi pour vendre, pour faire du marketing, qui est très prisé parce qu'en plein boom. Et moi, j'ai un peu cette mission que ça fait plus de 8 ans que je le mature. Et je pense que j'arrive sur la scène du Human Design en Europe avec une vraie maturité sur ce sujet.
Et c'est difficile à dire parce que je veux pas avoir l'air d'avoir de l'ego ou c'est pas du tout ça, c'est un fait. Je me suis formée, j'ai beaucoup expérimenté. Et du coup, cette mission, elle s'est définie d'entendre plein de conneries sur, sur le human design un peu partout et de me dire, OK, tu es aussi là pour remettre du sens, mais aussi dire aux gens, le human design, c'est pas une vérité. Tout va bien, on va se calmer. Donc, de le rendre appliqué, simple et ouvert à tous, mais aussi de dire, le human design, ça n'est qu'un outil. Donc, c'est vraiment ma mission de, c'est toi qui as la réponse à l'intérieur. C'est pas le human design qui va te la donner. Donc, voilà, ça s'est dessiné petit à petit. Ultra, ultra inspirant. Je vois le temps qui passe. Oui. Il y a un message que tu as envie de crier au monde et que tu n'aurais pas encore fait passer là dans cet échange. Et que tu as envie de dire, wow, les gens là. Bah, je crois qu'en fait, ce serait, wow, les gens stop à chercher des réponses à l'extérieur. Et je me parle à moi aussi parce que ça m'a fait perdre tellement d'années, bon sang, tu vois, de dire arrêtons de croire que il y a des solutions toutes faites ou miracles ou à l'extérieur. Et on revient à soi, à son corps, à ses besoins. Et stop en fait à la surenchère du tu dois tendre vers quelque chose, tu dois t'améliorer pour être toi-même. En fait, c'est déjà là, c'est déjà à l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire, prends ce qui résonne, laisse le reste, mais c'est toi qui as les rênes. Et donc, de reprendre sa responsabilité, quoi. Si toutes les personnes qui habitent cette planète prenaient leur responsabilité par rapport à elles-mêmes, on n'aurait pas un monde qui tourne un peu bancal parfois, tu vois. Donc, c'est ça mon message. J'adore ce message, Marine. Merci à toi. Merci Chaque beaucoup. épisode se termine par une question de coaching qu'on Ok. invite les auditeurs à méditer en marchant. Quelle est la question que tu aurais envie que les auditeurs se posent justement pour avancer vers ce chemin de connaissance de soi? Hmm. Eh bien, ça va tourner autour de cet état des lieux dont je te parlais. J'aimerais inviter les auditeurs à se poser la question, de faire un petit état des lieux honnête, c'est courageux d'être honnête, de leur vie actuelle dans les grands domaines, professionnels, personnels, amour, argent, et de se dire, est-ce que ce que je fais comme bilan de où j'en suis, ça résonne? Ou au contraire, est-ce que je ressens résistance, stagnation, lourdeur? Et de là, de vous dire, OK, cet état des lieux, c'est ma prise de conscience. Tu vois, de vraiment de se poser la question, de faire un état des lieux honnête. C'est deux colonnes, hein, c'est est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, c'est tout. Et de cette prise de conscience, de pouvoir ensuite s'ouvrir au cheminement sur son intention pour sa vie, en fait. Ce serait ça. Génial. Je pense que comme toi, la prise de conscience, c'est vraiment la Mhm. première étape essentielle avant tout changement. Ouais. Un grand merci à toi, Marine, pour cet échange ultra inspirant. Si jamais nos auditeurs, et j'invite les auditeurs à le faire, veulent t'envoyer des petits mots doux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Merci Alexandra de m'avoir reçue. Et on peut me retrouver, je pense que le mieux c'est sur mon compte Instagram où je partage toujours plein de valeurs, mon human design. Voilà, mon human design. Et ceux qui seraient intéressés par l'outil et qui voudraient, comme toi, découvrir leur type, peuvent aller sur mon site, monhumandesign.fr, où j'ai créé un générateur de chartes gratuit qui vous permet vraiment d'avoir toutes les infos clés sur votre design sans avoir besoin d'acheter des choses ou de lire des livres. C'était vraiment ma mission aussi, de le rendre accessible. Donc voilà. Ah, trop bien. Bah, je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Et Marine, je te dis à très vite. Ciao.